Voilà, comme annoncé, je vais vous présenter nos intervenants qui vont vous présenter donc les outils qui seront mis à votre disposition, les outils régionaux qui seront mis à votre disposition pour mettre en œuvre la certification le plus aisément possible. Alors, nous accueillons le docteur Élise Seringe. Vous êtes médecin épidémiologiste au CEPIAS Île-de-France. Le docteur Céline Borel, pharmacienne à l'Omédit Île-de-France. Madame Caroline Bizet, vous êtes ingénieure qualité à la direction qualité partenariat patient au siège de la PHP. Monsieur François Pagès, vous êtes coordinateur qualité gestion des risques. Monsieur Cédric Filias, vous êtes responsable qualité et tous deux vous exercez au centre hospitalier Robert Ballanger. Au grand hôpital, Grand Paris Nord-Est. C'est difficile à dire tout ça. Et Madame Anna Chasse, vous êtes ingénieure qualité à la Starax. Voilà, donc vous avez 8 minutes pour nous présenter chacun vos outils. Mais je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que l'objectif, c'est bien sûr de vous présenter les grands enjeux et les objectifs de déploiement de ces outils. Mais vous pourrez retrouver chacun d'eux dans une boîte à outils qui est consultable sur la plateforme pour aller plus loin. Docteur Seringe, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me permettre de vous présenter cet outil de cartographie des risques infectieux qu'on a appelé CartoClin. Donc, comme vous le savez, tout patient est exposé au risque de contracter une infection associée aux soins. Donc, ça doit être une priorité pour les établissements de santé, tout comme la lutte contre les affections associées aux soins constitue un enjeu national. Que ce soit les patients, les professionnels ou les visiteurs, ils peuvent être tous exposés à ce risque, d'où la nécessité pour les établissements de santé d'avoir une politique d'amélioration continue et coordonnée du risque infectieux. Vous n'êtes pas sans savoir également que le risque infectieux est un critère impératif dans le cadre de la nouvelle certification. Ça vous a été présenté précédemment, avec notamment la maîtrise et le respect des bonnes pratiques, que ce soit les précautions standards ou les précautions complémentaires. Quelques chiffres concernant le risque infectieux en établissement de santé. Ça représente environ 470 000 cas par an. C'est la troisième cause d'événements indésirables graves également, et il faut avoir en tête que 20 à 30% des infections associées aux soins sont évitables. Les données dont on dispose s'appuient sur différentes enquêtes, notamment les enquêtes nationales de prévalence, qui sont des enquêtes répétées à peu près tous les 5 ans, un jour donné dans les établissements de santé. Et la dernière dont on dispose est celle de 2017, la prochaine sera en 2022. Et cette enquête, elle nous apprend que 5% des patients hospitalisés, un jour donné, présentent une infection associée aux soins. Donc c'est un risque particulièrement important. Une autre source de données est représentée par le signalement des infections associées aux soins, qui est réglementaire, comme vous le savez, depuis 2001 pour les établissements de santé, dématérialisé depuis 2012, et qui nous permet de voir sur le graphique présenté ici une augmentation constante du signalement de ces infections associées aux soins, que ce soit en France ou encore en Île-de-France. En quelques mots, CartoClin, qui est le fameux outil que nous souhaitons vous proposer pour vous aider dans le cadre de cette nouvelle certification. C'est un outil de gestion des risques a priori qui est principalement dédié aux équipes opérationnelles d'hygiène des établissements, mais également qui peuvent être utilisés évidemment par les responsables qualité. C'est un outil qui a été développé fin 2017 par le GRIF et la Starax avec le CEPIAS, et évidemment un groupe de travail composé d'experts du risque infectieux, avec plusieurs objectifs. D'abord, optimiser la maîtrise du risque infectieux, permettre aux établissements d'identifier leurs risques, de les analyser et de les prioriser, afin d'élaborer un plan d'action opérationnel répondant aux exigences méthodologiques de la HAS. Cet outil a été mis à disposition des établissements de santé en mai 2018, et depuis, nous avons eu plus de 4000 connexions sur notre page internet présentant l'outil. Et d'ailleurs, le lien qui vous y amène figure à la fin de la présentation et est donné par les organisateurs de la journée. Évidemment, je vous ai parlé d'un outil qui a démarré en 2017, donc il a besoin d'être mis à jour dans le cadre de la nouvelle certification.
C'est un outil souple fait par des experts en risques infectieux d'aide à l'identification des risques qui est clé en main. On propose quelque chose qui est pré-rempli avec plusieurs approches. Une approche par organe et processus de soins qui peut vraiment concerner l'ensemble des unités ou des secteurs de soins de l'établissement. Une approche thématique comme l'environnement et les travaux. Ou encore une approche secteur d'activité à risque, puisqu'on sait que certains secteurs sont plus à risque que d'autres, comme l'hémodialyse, comme la médecine interventionnelle, comme l'endoscopie. L'analyse, elle est basée sur, d'une part, la nature du risque, la situation dangereuse, l'identification des effets et l'identification des causes. C'est modulable suivant les types d'établissements de santé, MCO, SSR, et les risques de chacun. C'est également modifiable selon les thématiques et selon les souhaits de chacun. C'est un outil qui est gratuit, qui est très facile d'utilisation à partir d'un fichier Excel. Et évidemment, avant le remplissage de cet outil, il est nécessaire de colliger l'ensemble des données de vos établissements, que ce soit sur la base d'indicateurs, d'audits que vous avez réalisés ou des précédentes certifications. De la même façon, cet outil se réfère aux recommandations et textes réglementaires. En quelques mots, ça c'est l'interface que vous avez quand vous téléchargez l'outil. Vous regardez dans la colonne de gauche, il y a la possibilité d'avoir soit l'analyse des risques, soit le plan d'action. Et si vous cliquez sur l'analyse des risques, voici comment ça se présente avec différentes colonnes, les grands thèmes que je vous ai présentés, processus de soins, environnement, travaux, secteur à risque spécifique, et tous les sous-thèmes qu'on y trouve. Ça n'est absolument pas exhaustif. Vous avez tout le loisir de le compléter, de retirer les risques qui ne vous concernent pas. Si vous n'avez pas de médecine interventionnelle ou d'endoscopie, vous pouvez les retirer. En revanche, si vous avez d'autres secteurs qui n'y figurent pas, évidemment que vous pouvez les rajouter. Si je vais un peu plus avant dans cet outil et qu'on va regarder plus spécifiquement le secteur à risque spécifique type endoscopie, il y a différentes colonnes qui sont déjà pré-remplies par le groupe d'experts. Donc la nature du risque, la situation dangereuse, l'effet dommage et la cause. Ces colonnes-là sont déjà remplies, elles peuvent tout à fait être modifiées. Vous pouvez tout à fait rajouter des lignes si nous n'avons pas identifié une nature du risque que vous auriez identifiée. Les dispositifs de maîtrise en place, ça n'est donné qu'à titre d'exemple. Évidemment, c'est à vous de les renseigner en fonction de ce que vous avez dans votre établissement. Et évidemment, les dernières colonnes, c'est entièrement à votre main, puisque ça concerne la mesure et la hiérarchisation du risque, avec la fréquence et la gravité, et évidemment les actions que vous suggérez et qui apparaîtront dans votre plan d'action. Les objectifs de l'actualisation, vous l'aurez compris, c'est d'adapter cet outil existant aux attendus de la nouvelle certification, de disposer des derniers textes et réglementations en matière de risques infectieux, d'en profiter pour améliorer l'ergonomie de l'outil et pourquoi pas réfléchir à la création d'un outil web. Juste pour vous présenter le groupe de travail pour cette actualisation, le pilotage, c'est la coordinatrice de la Starax que vous connaissez bien, Marie-Josée Stakoviak, évidemment des experts en risques infectieux du secteur public hospitalier et nous-mêmes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Serin. Je passe la parole à docteur Borel. Vous vouliez nous parler de l'outil Avance. Quel est-il ? Non. Alors, l'outil Avance, c'est ma collègue de la PHP. Je vais présenter, bonjour à tous, merci de nous donner déjà l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter l'accompagnement à la certification proposé par l'Omedit, ou plutôt les Omedit, au travers des outils en fait, créés pour les établissements sur les sujets en lien avec les produits de santé qui sont vraiment au cœur de nos actions. Alors juste l'Omedit, c'est l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique, donc structure régionale. Alors, la certification, je vais aller très vite parce que la certification pour la qualité des soins, elle s'articule, comme vous le savez, autour de 15 objectifs, dont la moitié concerne de plus ou moins près des critères en lien avec la prise en charge médicamenteuse, qui fait l'objet d'une fiche pédagogique spécifique de la HAS sur le sujet. Et du coup, les outils qu'on souhaite vous présenter et échanger avec vous aujourd'hui sont en lien avec ces critères. Alors, à l'écran, vous voyez peut-être en petit, mais de toute façon, on l'a mis dans la boîte à outils, un outil de recensement qui a été créé par le réseau Omedit. Alors, le réseau Omedit, c'est le réseau en fait, des Omedit. L'idée de ce fichier, c'est vraiment de faciliter la recherche d'outils pour les établissements avec une entrée unique via ce fichier.
qui permet de filtrer par critères, par secteur d'activité, par niveau d'exigence du critère. Si vous souhaitez chercher tous les outils disponibles sur les critères impératifs, par exemple, voilà, vous pouvez le faire grâce à ce fichier. Et puis également par type d'outil. Parce que parfois, on cherche une formation, un e-learning, un audit ou juste une fiche ou une procédure. Donc voilà, ce fichier permet d'avoir une recherche un peu plus dynamique dans la recherche. Et puis, on a mis également une colonne avec l'Omedit qui a créé cet outil pour pouvoir s'adresser à la région qui pourra au mieux vous répondre. Alors, en Ile-de-France, on est également investi sur 2 sujets un peu, on va dire, originaux qu'on pensait important de vous présenter aujourd'hui, car ils sont en lien avec 2 thématiques de la certification. C'est l'implication du patient dans sa prise en charge et le développement durable en santé. Alors, concernant justement le chapitre patient, et en lien avec le critère 1.1 sur l'implication du patient dans sa prise en charge, nous proposons une formation à l'entretien de compréhension hommage. Alors de quoi s'agit-il ? C'est une technique d'écoute active du patient. C'est un entretien patient basé sur un jeu de cartes et qui a vraiment pour objectif de renforcer ou d'établir ou de rétablir l'alliance thérapeutique et ainsi d'améliorer la qualité de la prise en charge du patient. Et l'idée de cet entretien, c'est vraiment que le plan d'aide, le plan de soins, il ne soit pas seulement validé par le patient, mais bien co-construit avec lui. Et cet entretien a aussi pour objectif de renforcer le lien entre les professionnels impliqués dans la prise en charge du patient. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, on propose des formations pluriprofessionnelles, intersectorielles. Et ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est de mettre en relation au sein de ces formations des équipes médicales, pharmaceutiques, soignantes, de différents secteurs. C'est une formation gratuite et courte qu'on a adaptée depuis quelques mois, donc en format visio, de 2 sessions d'1h30 avec une étape de mise en pratique et un accompagnement personnalisé des apprenants. Alors cette formation, et c'est comme ça qu'on la trouve la plus pertinente, c'est qu'elle s'adresse à tous les professionnels du champ de la santé et on la mène en binôme à l'Omedit entre un pharmacien et un médecin gériatre de l'équipe. Alors on l'a fait et on continue à le faire, à faire des formations à la fois pour le secteur de la ville, dans le cadre d'exercices coordonnés, notamment en maison de santé pluriprofessionnelle, on a eu plusieurs expériences, et puis surtout à l'hôpital, parce que c'est le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, dans différents champs d'activité, en hôpital de jour, pour des services de SSR, de soins de longue durée, beaucoup d'équipes mobiles de gériatrie qui sont intéressées. Et puis aussi pour plusieurs projets d'éducation thérapeutique et de conciliation, des équipes qui souhaitent mettre une implication plus forte de leurs patients et qui sont intéressés par cette démarche. On vous a remis le lien si vous souhaitez des informations ou juste vous inscrire à une formation ou juste des informations vers l'adresse mail de l'Omedit. Alors concernant la thématique du développement durable en santé, l'enjeu du développement durable, dans cette nouvelle certification, il est réalisé de manière plus centralisée autour d'un indicateur, l'indicateur 364. Et puis aussi, il est décliné de manière plus opérationnelle avec des éléments d'évaluation qu'on a remis sur la diapositive ici, qui sont bien définis. Et justement, pour aider les établissements à s'approprier ces enjeux, de maîtrise du risque environnemental et puis de développement durable en santé de manière plus générale, l'Omedit propose aux établissements 3 premiers outils très concrets. Alors le premier, c'est celui qu'on a appelé calculateur gaz anesthésique. C'est un outil très simple d'utilisation qui vous permet en fait au sein de votre établissement de calculer l'empreinte carbone des gaz anesthésiques utilisés dans votre établissement. Le second, c'est une checklist qu'on a appelée Ma stratégie achat durable, et là qui permet vraiment d'aider les établissements à mener une réflexion transversale sur les achats de produits de santé. Et donc c'est une checklist qui se positionne en amont des procédures d'achat et qui va explorer la gouvernance, la définition des besoins et qui va jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges.
Et enfin, le troisième outil, enfin d'ailleurs, ce n'est pas un outil, c'est une formation, c'est un atelier scientifique qui s'appelle Planelsphère. Alors, je vais juste en dire un mot. Donc, Planelsphère, c'est un atelier scientifique qui a été élaboré par 2 pharmaciens de l'Omédite Île-de-France et du CHU de Poitiers, et qui en fait est un atelier collectif, alors lui aussi basé sur un jeu de cartes qui se décline en 7 modules thématiques que vous voyez ici en coloré à l'écran, et qui a 3 objectifs clairs qui sont de comprendre la complexité des enjeux du développement durable et son caractère systémique, de fédérer l'ensemble des parties prenantes de l'établissement, les professionnels de santé, les patients, les directions, les services administratifs, et puis d'agir, c'est-à-dire d'initier des actions durables au sein de son établissement de santé. Alors cet atelier, il s'adresse à l'ensemble des acteurs de santé, des acteurs de l'établissement, pardon, mais quel que soit son niveau relatif au développement durable, novice ou confirmé. Alors l'enjeu, c'est évidemment que le référent développement durable de l'établissement soit formé à cet atelier et puis se l'approprie et puisse animer au sein de son établissement cet atelier. Alors, si vous souhaitez des informations, plus d'informations sur cet outil, vous pouvez également contacter l'Omédite, où on a également créé une boîte mail. Alors, c'est un tout petit sur la diapositive qui est planelsphère@gmail.com si vous souhaitez des informations sur cet outil en particulier. Je vous remercie. Merci, docteur Borel. Madame Bizet, donc, je vous passe la parole. Vous souhaitiez nous parler de l'outil Avance. Oui, effectivement. Bon, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter l'outil Avance, amélioration et valorisation par l'évaluation de la collaboration en équipe. Donc, c'est une méthode qui évalue le fonctionnement d'une équipe. En 2019, un groupe projet pluriprofessionnel piloté par le département qualité partenariat patient de la PHP a donc élaboré cette nouvelle méthode d'évaluation des pratiques professionnelles qui permet à la fois d'étudier le parcours d'un patient tout en faisant le lien avec les pratiques collaboratives d'une équipe. Et donc est née la méthode Avance. Le travail en équipe est un élément essentiel pour la sécurité des patients. C'est ce que démontre la base de retour d'expérience de l'accréditation de l'AHS qui a permis d'analyser 47 000 événements porteurs de risques. Et le dysfonctionnement du travail en équipe est identifié comme la première cause d'un événement porteur de risque, que ce soit un défaut d'organisation, de vérification, de coordination ou de communication au sein de l'équipe. Ce constat est également vérifié dans l'étude ENEIS, qui fait le lien entre la survenue d'événements indésirables associés aux soins et le travail en équipe. Et dans le dernier rapport de la HAS sur les événements indésirables graves, la défaillance dans la gestion de l'information représente 67% des facteurs liés à l'équipe. Donc le bon fonctionnement d'une équipe de soins constitue véritablement une barrière de sécurité pour diminuer la survenue des événements indésirables. Aujourd'hui, donc, la HAS met à disposition des établissements de santé des outils qui permettent soit d'évaluer, d'analyser le parcours de soins à travers, par exemple, la méthode du patient traceur ou du parcours traceur, soit d'étudier les collectifs de travail autour notamment du programme PACT, programme d'amélioration continue du travail en équipe, qui est un programme sur lequel une équipe volontaire s'engage sur une durée de 2 ans et qui consiste à faire le diagnostic du fonctionnement de l'équipe. Donc, notre département a souhaité proposer aux équipes un outil un peu plus souple et plus agile qui va combiner ces 2 approches, donc la méthode du patient traceur et l'évaluation des pratiques coopératives d'une équipe. Donc, en pratique, la méthode Avance s'appuie sur la méthode du patient traceur, puisqu'elle permet en fait de s'appuyer sur la prise en charge d'un patient en rencontrant le patient pour intégrer son expérience, puis en rencontrant l'équipe qui l'a pris en charge. Mais les grilles de questions posées en fait ciblent les processus collaboratifs.
Donc 3 dimensions principales des processus collaboratifs vont donc être questionnées à travers la méthode Avance. Tout d'abord, l'implication du patient et de son entourage dans sa prise en charge. Donc effectivement, lorsque les soignants échangent entre eux, lorsqu'ils prennent en charge le patient, réalisent un acte ou un soin, ils doivent prendre le temps de communiquer, de nouer le dialogue avec le patient. Est-ce que c'est vraiment un partenaire de sa prise en charge? Et donc, la méthode Avance va interroger le patient sur sa vision, sa perception par rapport aux modalités de partage et de compréhension des informations qu'il a reçues, la prise en compte de ses besoins et la participation active à ses soins. La deuxième dimension, c'est la dimension communication. Au-delà de la simple délivrance des informations, la communication concerne les modalités d'échange entre les membres de l'équipe, également avec les autres équipes qui prennent en charge le patient et qui collaborent avec l'équipe évaluée, et les échanges avec le patient et son entourage. Donc la méthode Avance va aller interroger les équipes sur la façon dont ils partagent l'information en ciblant une prise en charge de patient. Et enfin, la dernière dimension, c'est la synergie d'équipe qui permet de repérer le rôle et les responsabilités de chacun. Donc, la méthode Avance va interroger l'équipe sur comment ils collaborent entre eux, comment ils se coordonnent, ils interagissent, ils se connaissent, ils se mettent d'accord, ils s'entraident et mettent en place des bonnes pratiques. Est-ce qu'ils ont vraiment tous la même vision partagée et les mêmes objectifs ? 2 grilles sont donc utilisées pour mettre en œuvre cette méthode. Donc une grille patient et une grille destinée à l'équipe qui permettent de centrer les échanges sur les 3 dimensions qu'on a évoquées juste avant et qui reprennent les grandes étapes du parcours du patient de son entrée jusqu'à sa sortie. Alors, les prérequis de la méthode Avance. Donc, pour que la méthode fonctionne, il faut que déjà l'équipe qui s'engage dans cette méthode soit volontaire et prête à évaluer son fonctionnement. Que la gouvernance du service, c'est-à-dire le chef de service et le cadre, soient impliqués dès le départ et formulent clairement le souhait d'améliorer les pratiques collaboratives de leur équipe. Et enfin, que les animateurs, donc c'est-à-dire ceux qui vont procéder aux entretiens et au débriefing avec le patient, avec l'équipe, possèdent un véritable savoir-faire et savoir-être. La posture de l'animateur est fondamentale pour faciliter la prise de parole et la transparence des échanges avec l'équipe, pour vraiment mettre à plat les processus collaboratifs et cibler forcément des pistes d'amélioration. Les différentes étapes de la méthode Avance sont planifiées entre les animateurs et la gouvernance du service. Donc, tout d'abord, l'équipe doit être informée pour qu'on puisse lui expliquer les objectifs et la finalité de la méthode, les étapes de déroulement de celle-ci, puisque c'est vrai qu'ils peuvent avoir l'habitude d'autres approches d'évaluation de pratique. Donc, il faut bien délimiter que c'est une cible sur les processus collaboratifs. Ensuite, un patient forcément est choisi et informé et on a recueilli son consentement dans le service qui va être évalué. Ensuite, il y a l'entretien avec le patient et ou son entourage, puis l'entretien avec l'équipe qui a pris en charge le patient qui a été choisi. Un temps de débriefing à chaud avec l'équipe sur les pratiques collaboratives et enfin un temps de synthèse avec les responsables du service identifié. Alors, la rencontre avec le patient, elle se fait toujours en amont de la rencontre avec l'équipe. L'entretien ne doit pas excéder 30 minutes. Et la grille permet de questionner le patient sur sa perception de son implication dans sa prise en charge, l'écoute, la communication avec l'équipe qui le prend en charge avant, pendant son hospitalisation. La rencontre avec l'équipe de soins doit être réalisée avec l'ensemble des professionnels qui ont pris en charge le patient et qui collaborent entre eux. Et l'entretien ne doit pas excéder 1 heure. Et l'objectif est vraiment de guider les professionnels et de les aider à repérer la façon dont ils collaborent et communiquent en intra-équipe et en inter-équipe, et également avec le patient et son entourage. Un temps de débriefing à chaud est ensuite organisé avec l'équipe qui permet de repérer finalement
les pratiques collaboratives qui sont identifiées comme force ou éventuellement les points de vulnérabilité sur lesquels il faut travailler. Et puis, il y a aussi un temps à distance ou d'emblée avec les animateurs et l'encadrement pour retenir les pistes d'amélioration identifiées. Nous proposons donc aussi un guide méthodologique qui déroule en fait les étapes de cette méthode Avance, où vous retrouvez en fait également les grilles d'entretien avec le patient et l'équipe, et également l'outil de synthèse qui fait à l'issue des différentes phases d'entretien et de débriefing, qui permet de repérer donc les points forts et les pistes d'amélioration sur les 3 dimensions des processus collaboratifs. Donc, cet outil a été testé dans 4 établissements de la PHP. Et donc, ce qui ressort, c'est que ça met véritablement en avant le travail quotidien des équipes et que ça valorise effectivement ce qui fonctionne bien dans l'équipe et permet d'identifier les faiblesses sur lesquelles il faut s'améliorer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Bizet. Un outil d'évaluation partagé au sein d'un groupement hospitalier de territoire va nous être présenté, ou plutôt co-présenté par Monsieur François Pagès et Monsieur Cédric Filias. Bonjour à tous. Donc merci déjà de tout remercier l'ARS et la Starax pour l'opportunité qui nous est donnée donc de présenter notre démarche et donc l'outil interne aussi qu'on a développé, tout ça en 8 minutes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, le GHT GPNE Grand Paris Nord-Est sont 3 établissements, donc le CHI Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, le GHI du Rincy-Montfermeil, le CHI André Grouard de Montreuil. J'en profite pour saluer d'ailleurs les collègues et les professionnels de ce groupement qui nous regardent. Après, sur un autre plan, le GHT il est organisé en direction commune. Et à ce titre-là, nous avons une politique commune partagée d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Et donc, ce que je vais plus particulièrement présenter, c'est la démarche coordonnée qu'on a mis en place de préparation à la certification. Donc vous voyez, on va dire que ça a été un déploiement par étapes. Donc on présente ça en toute modestie avec Cédric Filias. Voilà, c'est un témoignage, on va dire. Donc on a souhaité faire ça par phase parce que vous avez vu le manuel de certification, il est très très conséquent. Donc l'idée c'était pas de noyer les professionnels sous le nombre de critères, mais de faire ça de manière pédagogique. L'enjeu c'était vraiment l'accompagnement et l'appropriation des professionnels des attendus de la certification. Pas seulement pour la visite, mais même pour plus loin, pour la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Donc toute cette démarche, le grand phasage est commun aux 3 établissements du groupement et les supports, les outils qui ont été utilisés également. Donc ce qu'on a souhaité faire dans un premier temps, c'est déployer les patients traceurs. On a fait ce choix-là parce qu'il nous a semblé que c'était les outils les plus adaptés, les plus faciles et qui parlaient le plus au terrain. Donc on a fait ce choix. Et donc pour déployer ces patients traceurs, on est passé par une formation action. De chaque fois d'un binôme médical paramédical dans chaque service, et puis on n'a pas oublié aussi les représentants d'usagers. Donc en tout et pour tout, on a dû former 160 professionnels, dont 60 médecins et puis quelques représentants d'usagers. Donc c'était fait sous la forme d'une demi-séance, une demi-journée, on va dire, de grands principes et entrecoupé de la réalisation d'un patient traceur, parce qu'on voulait vraiment que ça soit quelque chose de pratique. Donc ensuite, suite à ces patients traceurs, on a déployé bien sûr les autres méthodes, mais dans une logique de pas à pas. Et donc, on a aussi mis en place, organisé en point d'orgue, donc une visite à blanc qui était là comme grand point d'orgue de notre préparation de certification. Donc, on dupliquait un petit peu comment se passe une visite d'expert-visiteur avec une réunion, un point d'information en premier, et puis après un point de conclusion, une réunion de restitution, où on donnait les résultats globaux de l'hôpital, avec aussi en utilisant aussi la notion de fiche d'anomalie, c'est-à-dire qu'on utilisait notre Calista, on a rentré toutes les évaluations qu'on avait faites dans Calista et ça nous ressortait les résultats globaux, et aussi on a complété ça des fiches d'anomalie qu'on a pu identifier lors des visites à blanc. Donc ça c'est un aspect, et puis ce que va vous présenter Cédric, c'est qu'on a utilisé donc un outil interne pour restituer des résultats par service.
Oui, bonjour. Donc effectivement, ce qu'on a voulu, c'est développer un outil d'évaluation interne. Donc les experts visiteurs de la HAS ont à disposition une plateforme qui s'appelle Calista, que vous connaissez. Les établissements de santé ont également accès à cet outil pour pouvoir faire ces évaluations internes. Mais Calista produit des résultats qui sont globaux, donc par établissement. Nous, ce qu'on a voulu, c'est de pouvoir mettre à disposition des services, des équipes, des résultats à l'échelle de leurs services. Pourquoi ? Parce qu'en 2018-2019, on a conduit un certain nombre de patients traceurs donc, au niveau des services de notre établissement. Et donc, lors de ces patients traceurs, on fournissait aux services des résultats déjà à l'époque avec un score donné à titre indicatif. Donc, un résultat, c'était A, B, C, D ou E. Et les équipes étaient très satisfaites, ont beaucoup apprécié ce retour à l'échelle de leur service. Donc, on a souhaité effectivement reproduire ça en développant un outil d'évaluation donc, qui est opérationnel et complémentaire à Calista. Donc c'est un outil qu'on a déployé sur le GHT et donc qui fournit des résultats à l'échelle d'un service, donc des résultats par critères, qui donne la possibilité d'alerter donc sur les situations qui pourraient donner lieu à des fiches d'anomalies. Donc ça concerne les critères impératifs, qui donne à titre indicatif une équivalence pour le niveau de certification et qui permet aussi d'avoir un suivi dans le temps des résultats. Donc l'outil en lui-même, il s'appuie donc exactement sur le principe de Calista. On va pouvoir utiliser des filtres donc pour les méthodes patient traceur et parcours traceur avec les différents champs d'application. Le traceur ciblé, donc on va pouvoir sélectionner la thématique qui nous intéresse et audit système de la même manière, la thématique, mais aussi pouvoir filtrer, si on veut, l'ensemble des critères et éléments d'évaluation concernant les représentants d'usagers, la gouvernance ou les professionnels. Donc la grille de saisie se présente de cette manière. On reprend exactement l'architecture du manuel de certification avec le chapitre, les objectifs, les différents critères et éléments d'évaluation. Et donc ce qu'on apporte à cette grille de saisie, c'est un décryptage des éléments d'évaluation. Donc dans la grille, on a souhaité faire ce décryptage, c'est-à-dire de poser sous forme de questions les différents éléments d'évaluation pour donner un peu plus de lisibilité. On va donc évidemment, comme c'est une grille de saisie, pouvoir renseigner les réponses aux différents éléments d'évaluation lorsqu'on va faire l'évaluation patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé ou audit système. On va pouvoir également donc faire de la prise de notes lors de l'évaluation et dans un second temps renseigner les plans d'action, ce qu'on peut pas faire sur Calista, et également indiquer donc les points forts et les points d'amélioration en lien avec l'évaluation qu'on aura réalisée. Ensuite, donc, on va sur un autre onglet disposer des résultats de manière assez instantanée. Donc, pour chacune des évaluations qu'on va réaliser, on va avoir comme indication donc pour les critères impératifs la notion de fiche d'anomalie, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'un critère impératif auquel on ne satisfait pas, on aura l'indication que potentiellement ça génère une fiche d'anomalie. On aura ensuite donc un score à l'échelle de l'évaluation avec le calcul du nombre de fiches d'anomalies qui auront pu être générées sur cette évaluation. Et donc on donne à titre indicatif un niveau de décision de certification, donc certifié avec mention, certifié sous condition ou non certifié. Et ça, les équipes, effectivement, puisqu'on l'a utilisé lors de nos évaluations internes, apprécient effectivement d'avoir accès à ce résultat. Ce qu'on a aussi, puisque l'outil permet de faire un certain nombre d'évaluations, de calculer une moyenne des scores par critère, donc d'avoir un suivi dans le temps, au fur et à mesure des évaluations qu'on réalise. Et puis évidemment, donc une représentation graphique pour chaque évaluation réalisée, donc avec un rappel du niveau de décision, et surtout un score, des graphiques par objectif et un score donc pour chacun des critères évalués. Donc
pour conclure, bon, on va passer vite sur le chiffre suivant. Donc voilà le nombre. Disons qu'on a pour chaque site, on remplit notre quota en fait d'évaluation qui s'affiche dans Calista, sauf pour les patients traceurs, mais sinon pour l'ensemble, on y arrive. En global, pour chaque site, pour l'instant, on a fait Montreuil et Aulnay, on a 80% de taux global, donc c'est pas la peine de venir dans un établissement, hein, c'est bon, on est certifié. La semaine prochaine, nous aurons la visite à blanc de Montreuil. Le retour d'expérience qu'on peut dire, c'est que par rapport à un objectif d'appropriation, il nous semble rempli. On a une satisfaction des professionnels. Ça a été vraiment pur. On a pu faire ça de manière très pédagogique. Et puis, comme ça a été répété, cet outil nous permet aussi de voir au-delà de la visite de certification, puisque c'est un outil qui est facile à déployer et ça permet aussi de construire une identité groupement avec des outils communs. Et d'ailleurs, l'analyse, on fera une analyse croisée des résultats des 3 hôpitaux sur les visites à blanc qui sont réalisés. Donc après, pour finir, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation en duo parce que ça illustre bien voilà, la dynamique de groupement, la démarche de groupement et puis aussi cette démarche dont vous parlez d'identité. Ça, je retiens identité et puis autonomisation des équipes dans la démarche de certification, les 2 messages que vous faites passer. Merci pour tous ceux qui vont s'inspirer de votre démarche. Je passe la parole à Madame Anna Chasse, qui est donc notre partenaire de la Starax, pour nous présenter des outils pour s'approprier le référentiel et l'évaluation. Je vais vous présenter quelques outils qui montrent la mobilisation de la Starax au sein de la FORAP. Pour créer des outils d'appropriation donc de cette nouvelle certification qui se présente à nous tous. Juste un petit point de précision, les structures régionales d'appui à la qualité et la sécurité des patients sont regroupées au sein d'une fédération, de la FORAP. Et cette FORAP a pour principale mission, d'une part, de coordonner des actions en mutualisant des compétences et des outils sur la qualité et la sécurité en santé, de représenter les structures régionales d'appui auprès des institutions nationales comme l'HAS et de faciliter des conduites de projets de recherche nationaux comme par exemple ENEIS. Alors, le premier grand outil est né cet été qui est un outil de facilitation à l'appropriation du manuel de la nouvelle certification. Il est clairement conçu pour être facile à utiliser, ergonomique. Il est extrêmement convivial. Et il permet de jongler donc avec les attendus de la certification. Et il est évidemment adapté aux évolutions du référentiel comme on l'a connu en novembre dernier. Donc, il s'agit d'un format Excel qui est adaptable et qui permet donc de filtrer l'ensemble des éléments qu'on cherche un petit peu plus finement que ce qui est possible de faire sur Calista. Donc vous pouvez filtrer bien sûr à partir de chaque méthode d'évaluation. Là-dessus, filtrer aussi le champ d'application bien sûr. Croiser aussi avec le niveau d'exigence souhaité, c'est-à-dire en fonction des critères standards, avancés ou impératifs. Vous pouvez aussi refiltrer et croiser les données avec une correspondance avec les fiches pédagogiques, ce qui peut être bien pratique pour comprendre l'ensemble des croisements possibles. Et pour couronner le tout, il y a aussi une possibilité de correspondance avec les critères du manuel de la V14. La FORAP a donc aussi réalisé une vidéo de présentation de cet outil qui du coup vous donne une première vue et une première explication de ce que vous pouvez y trouver et surtout de la facilité d'utilisation que vous pourrez en avoir.
Le deuxième grand outil, c'est toute une série de fiches mémo sur les critères impératifs. Vous l'aurez compris, les critères impératifs, c'est un grand sujet pour la Starax. Et donc, ces fiches mémo seront toutes calées selon un même principe, avec une présentation très descriptive et exhaustive du critère concerné, d'une part, des critères qui sont en lien avec la thématique. Donc, c'est un véritable focus. On plonge dans le critère impératif. Et donc, chacune de ces fiches est complétée spécifiquement du regard porté par la FORAP sur ce critère impératif, au regard de son expérience, au regard de son expertise et sa connaissance du terrain. Et donc, il est destiné aux coordonnateurs de la gestion des risques, aux responsables qualité, aux différents professionnels dans les structures. Aussi, par exemple, je vais vous présenter la fiche douleur. Ça peut aussi, évidemment, bien sûr, intéresser les CLUD et les différentes instances concernées par le critère. Donc, voici la première qui est disponible depuis octobre. Il s'agit du critère sur la douleur, le critère 1.208. Et donc, vous voyez que vous pouvez trouver donc, le libellé, les éléments d'évaluation qui sont du coup filtrés selon la méthode qui s'applique aux critères, avec les éléments d'évaluation. Et vous trouvez plus loin donc, le regard de la FORAP, qui est une interprétation, une compréhension et du coup une analyse de ce qui est attendu par rapport à l'attendu de cette méthode d'évaluation-là, de ce critère-là. Donc, il y aura d'autres fiches mémo qui paraîtront après celle-ci très rapidement d'ici la fin de l'année, vraisemblablement dans les 15 jours qui viennent. Une fiche qui est très attendue sur les médicaments à risque, et puis l'autre, deuxième très attendue, sur les EIAS. Et par la suite, donc sur 2022, viendront progressivement des fiches mémo sur le sujet du consentement, le sujet de l'intimité et la dignité, la gestion des tensions hospitalières et après cela, la pertinence des mesures de restrictives de liberté. Ça devrait être pour le début d'année prochaine. Et enfin, d'autres travaux qui viendront aussi au cours de l'année 2022, le premier semestre 2022, ce sont des guides d'entretien sur des traceurs ciblés, sur les 7 traceurs ciblés définis par la HAS. Donc sur chacun d'eux viendront des guides qui sont des listes de questions ciblées sur le traceur de chacun des traceurs définis par la HAS. Et donc, ça servira essentiellement de réorganiser, de reproposer de nouvelles listes de questions qui, bien sûr, n'ont pas vocation à se substituer aux questions qui sont déjà posées par ailleurs par les experts visiteurs lors de la visite. L'ensemble de ces outils sont disponibles sur la HAS, sur notre site, sur la HAS, ce sera aussi le cas, sur le site de l'ARS, de la conférence. L'ensemble de ces outils sont donc disponibles sur notre site. Sur la page d'accueil, vous tomberez sur l'accès à la certification, et donc sur cette page, vous trouverez dans les outils l'ensemble des documents qui vous permettront de travailler, du coup, de faciliter l'appropriation de cette nouvelle certification. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, je voudrais cette session qui était dédiée aux outils régionaux et territoriaux disponibles pour vous aider dans la démarche de certification. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants. Donc, vous aurez apprécié à la fois des interventions de nos partenaires que vous connaissez bien, CEPIAS, Omedit et Starax, donc nos 3 structures régionales d'appui, mais aussi la PHP,
mais aussi nos collègues professionnels qui œuvrent donc sur le territoire et qui vous ont présenté un exemple d'une démarche de groupement. Voilà. Donc je rappelle que l'enjeu, c'était de présenter les outils et de vous inviter, bien sûr, à les consulter sur les sites de nos partenaires, mais aussi, vous pouvez les retrouver dans la boîte à outils qui est disponible sur notre plateforme pour aller beaucoup plus loin et éventuellement, j'oublie de le dire, mais c'est très important parce que ces retours et ces partages d'expériences, ça sert aussi à vous mettre en interaction. Donc n'hésitez pas, puisqu'ils sont là pour vous accompagner, à les contacter en direct. Voilà, merci beaucoup.